Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé de l'ORTM, l'Office de radio et télévision du Mali, pour votre émission Malikoura Tassira. Malikoura Tassira qui reçoit aujourd'hui le ministre des Affaires religieuses, du culte, des coutumes. Il est chargé notamment de la politique nationale en matière d'exercice, d'expression, d'enseignement ou de diffusion des convictions religieuses et des cultes, à quoi s'ajoutent désormais les coutumes. Docteur Mahamadou Koné, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous interroger ce soir, Cheikh Hamala Silla, directeur de publication du journal L'Aube. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Alors, Monsieur le ministre, nous sortons de la célébration des fêtes de l'Aïd el-Fitr, de la fête de Pâques, avec Ramadan et Pâques qui coïncident un peu ces derniers temps. Beaucoup y voient un signe dans le cadre de la cohabitation interreligieuse. Comment est-ce que vous avez vécu cette année ces coïncidences? Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour m'exprimer devant le public malien. Donc, je crois que la cohabitation religieuse est une réalité au Mali. Depuis les temps immémoriaux, vous savez que la nature malienne est d'aller vers la coalition, la cohabitation, la solidarité, la convivialité. Raison pour laquelle vous avez trouvé cette année que les défaites ont été au moins communes d'une manière, ce qui dénote au moins un signe divin dedans. Ça veut dire que Dieu veut nous rappeler que vous, les religieux, vous qui êtes dans des religions différentes, vous devez être les mêmes dans le cadre de la collaboration, dans le cadre de la construction de votre cité. Donc, je vois de cela un bon œil, parce qu'au Mali, aujourd'hui, vous savez, mon ministère est en charge de tout ça. C'est pourquoi vous m'avez vu partout où il s'agit de la célébration d'une fête quelconque, d'une religion quelconque. Donc, sans distinction aucune, je suis disposé à aller partout tant que de cela il s'agit pour mon ministère et pour la recherche du Alors, les chrétiens qui fêtent avec les musulmans qui fêtent avec les chrétiens, c'est vraiment à encourager? C'est vraiment à encourager. Ça permet de syncrétisme religieux d'une manière et qui ne fait qu'au moins de l'ambiance dans le cadre du climat social. Ça apaise vraiment de façon très sensible le climat social. Vous avez vu au Mali, lors de la fête des musulmans, les chrétiens fêtent avec eux. Ainsi de suite, les musulmans aussi avec les chrétiens. Qu'est-ce qui est beau plus que ça? Nous sommes donc dans un pays laïque avec cette liberté religieuse. Votre département y veille. Comment est-ce qu'elle est organisée, la liberté religieuse au Mali? Très bien. Vous savez, l'une des missions de mon ministère est d'encadrer et de cadrer les religions. Lors de notre arrivée au ministère, les chantiers de la religion au Mali étaient vides de textes. Nous nous sommes attelés d'abord à habiller le ministère avec les textes réglementaires. L'un des textes réglementaires et l'une des lois, ça c'est la liberté religieuse, qui est une loi qui jusqu'à présent d'abord est logée au ministère de l'administration territoriale. Bientôt, ça va sortir de là pour être dans l'apanage de mon ministère. Mais d'ores et déjà, nous avons alerté par rapport à la réglementation, non seulement des prêches, et même la gestion des mosquées. Vous avez vu, la semaine surpassée, nous sommes engagés à réglementer le prêche au Mali et le cadre de la gestion dans les mosquées. Tout ça, c'est dans le cadre de la liberté religieuse. Parce que vous savez, tant que la religion ne pourra pas être un facteur de stabilité pour un pays, il y aura toujours le chaos. C'est pourquoi les religieux sont là pour combattre ou pour aller à l'encontre de ces fléaux qui n'est pas du tout religieux. Monsieur le ministre, est-ce que dans votre démarche, vous êtes accompagné par les organisations religieuses pour justement canaliser certains dérapages? Merci. Dans notre démarche, nous sommes fortement accompagnés par les organisations religieuses, chrétiennes et musulmanes, même les organisations coutumières. Vous savez, pour travailler, il faut associer tout le monde. Il faut fédérer tout le monde. Il faut montrer à tout le monde qu'ils sont importants.
C'est pourquoi j'ai fait appel à toutes les associations religieuses, toutes les confessions religieuses, musulmanes, chrétiennes, traditionnelles, coutumières, pour qu'ensemble nous réfléchissions sur une journée de travail. Comment est-ce qu'ensemble on doit booster les champs religieux pour que cela soit un facteur de stabilité pour le Mali. On a travaillé durant une journée. Donc, les résultats nous ont obligés à signer une décision qui prend en compte un cadre de dialogue entre les confessions religieuses. Ça veut dire quoi? Chaque 2 mois, nous passons un appel vraiment aux différentes fêtières religieuses pour que nous nous asseyions et nous parlons des grands dossiers de la République dans le cadre de la religion. Ça veut dire que les religieux m'accompagnent fortement dans le cadre de mon chantier. Parmi les événements religieux qui pointent à l'horizon, il y a bien évidemment le Hajj. Après 2 années d'interruption, des Maliens fouleront certainement à nouveau les lieux saints. Cheikh Malassila, une question là-dessus. Monsieur le ministre, est-ce que déjà votre département a pris des dispositions pour la bonne organisation justement du Hajj de cette année? Nous nous sommes attelés aussi à ces chantiers parce qu'ils nous sont partout. Vous savez bien, la maison de Hajj existait il y a longtemps, mais les décrets de la création de la maison de Hajj a été caduque par rapport à certaines dispositions de la loi qu'il a créée. Donc, nous avons fait adopter une ordonnance de récréation de la maison de Hajj il y a 1 mois de cela. Maintenant, la semaine passée seulement, on a fait adopter 2 lois concernant la maison de Hajj. Les premières lois, c'est le décret d'application de la création de la maison de Hajj. Deuxième décret, c'est le décret d'organisation même du pèlerinage au lieu saint. Parce que le pèlerinage n'était pas cadré du tout par une loi au Mali. Donc c'est la toute première fois que c'est fait. Donc, mais pour les chrétiens aussi, nous sommes dans ces chantiers pour réglementer les cadres du pèlerinage pour les chrétiens. Monsieur le ministre, dans quelles conditions est-ce que les Maliens participeront au Hajj cette année? Je pense, Inch'Allah, dans des conditions les meilleures, des conditions idoines, parce que les dispositions déjà prises pour cela, c'est des dispositions qui nous permettent quand même de parler haut et fort que l'organisation sera au top cette année, Inch'Allah. Mais combien seront-ils? Est-ce que vous avez une idée des chiffres? On parle de baisse des quotas pour tous les pays. Très bien, je suis à l'aise par rapport à cela. Il y a moins de 2 semaines, j'étais en Arabie Saoudite à la suite de l'invitation des ministres Hajj saoudiens pour l'ensemble de la planète. Donc, quand on était là-bas, on nous a informé de comment doit être organisé cette année le Hajj. Maintenant, on nous a informé que préalablement, c'était 3,5 millions qui sont invités à l'Arabie Saoudite, mais cette année, c'est 1 million seulement. Donc, 1 million quotas répartis entre les pays. Le Mali, auparavant, avait 13 000 et quelques comme quotas. Donc, mais cette année, on avait donné 2 000 personnes au Mali. Donc, avant que les chiffres ne sortent de façon officielle, le ministre Hajj saoudien m'a appelé pour me dire que, Dr Koné, on vous a accordé 2 000. J'ai dit non, je vous en prie, il faut encore augmenter. Donc, il a augmenté 2 000 personnes, ce qui a fait maintenant que lorsque les chiffres officiels sont sortis, 3 000 et quelques pèlerins pour le Mali. Donc, les 3 000 et quelques pèlerins qui sont aujourd'hui les Maliens, c'est eux qui doivent normalement effectuer le pèlerinage en Arabie Saoudite. Si, Inch'Allah, ça sera réalisé tel qu'ils nous ont informés. Alors, 3 000 personnes pour le Mali. Vous savez qu'après 2 ans quand même sans pèlerinage, on comprend que vous avez fait des efforts, mais c'est quand même un peu très limité, non? C'est même plus que très limité. C'est très fastidieux parce qu'il y a des gens qui ont payé depuis 2020, d'autres depuis 2021, d'autres depuis 2022 dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi j'ai instruit au directeur de la maison de Hajj qui, cette année, doit organiser le pèlerinage. Auparavant, la maison de Hajj accompagnait le cabinet. Mais cette année, c'est la maison de Hajj qui organise le pèlerinage. Donc, tout est logé à l'enceinte de la maison de Hajj. C'est pourquoi on a instruit au directeur de la maison de Hajj de privilégier uniquement ceux qui ont payé l'argent en 2020. Ensuite, ceux qui ont payé en 2021. Ensuite, ceux qui vont payer en 2022. Ça ne sera pas facile, mais que faire lorsque, à l'impossible, ni la tenue
On sera servi par ordre d'arrivée. Cheikh Amala, oui. Monsieur le ministre, il y a aussi, on sait qu'il y a une floraison d'agences de voyage dans ce secteur-là. Est-ce que votre département collabore avec ces agences de voyage? Mon département est surtout à travers la maison des Hajj qui a en charge de l'organisation du pèlerinage, a vraiment une bonne collaboration avec les agences de voyage. De passage, vraiment, je félicite beaucoup vivement les agences de voyage qui sont des agences courageuses. Depuis plus de 3 ans, elles n'organisent pas le pèlerinage, mais elles tiennent beaucoup, elles paient des impôts, elles paient vraiment, c'est des agences qui sont à féliciter. Et surtout, ce que je félicite beaucoup, leur bonne collaboration avec la maison des Hajj. Cette année, vous savez, nous avons plus de 500 et quelques agences privées qui organisent le pèlerinage, mais ceux qui ont eu le quota, c'est 373 agences privées. Parce que comment est-ce que le quota a été donné? C'est depuis la base de 2020 qu'il y a un système à travers lequel on envoie les choses en Arabie Saoudite. Ce système-là a capitalisé seulement 373 agences. Donc, c'est ces agences-là qui continuent tout le temps et jusqu'à maintenant, à travers lesquelles on a fait le partage des pèlerins. Les agences ne seront pas satisfaits, mais que faire? Parce que dans les autres pays de la sous-région, l'État prend jusqu'à 90% des pèlerins, mais le Mali donne 90% aux agences privées. Parce que lorsqu'on aide les privés, ça aide beaucoup l'économie du pays. C'est pour féliciter le gouvernement malien d'avoir eu cette belle initiative d'encourager les secteurs privés. Donc, vous savez, ça ne sera pas du tout facile. Le quota est plus que minime, mais on va faire avec les moyens de bord à travers la compréhension de tout un chacun. Et la filière gouvernementale, elle va faire quoi? La filière gouvernementale, tous les quotas du pèlerinage appartiennent seulement à l'État. Il faut que les téléspectateurs comprennent qu'aucun privé n'a droit à aucun quota. Tous les quotas sont donnés seulement à l'État. Comme l'État, dans toute sa plénitude, ne peut pas avoir tous les quotas pour satisfaire les pèlerins maliens, c'est pourquoi on distribue les quotas entre l'État et les agences privées. L'État, dans ces quotas, pour le moment, a pris 800 et quelques personnes et a donné plus de 5000 et quelques personnes aux agences privées. Donc, c'est l'État qui a le droit de regard sur toutes les agences. Les agences vont en Arabie Saoudite au nom de l'État. Le pèlerinage est organisé au nom de l'État. C'est pourquoi l'État doit surveiller de la manière la plus sérieuse les pèlerins et l'État doit aussi assister les pèlerins depuis la maison des Hajj jusqu'en Arabie Saoudite en allant et le retour. Les dispositions pratiques à la date d'aujourd'hui, ou bien ça n'a pas encore commencé réellement? Je vous assure qu'aujourd'hui, où moi je me trouve sur votre plateau, toutes les dispositions idoines sont prises pour qu'on puisse faire face à l'organisation du pèlerinage de cette année en Arabie Saoudite. Alors, nos frères chrétiens, vous en avez parlé, ils ont aussi ce rendez-vous annuel à Kita. Quel accompagnement de votre département dans le cadre de cet événement majeur aussi sur le plan religieux au Mali? D'abord, on participe de façon régulière à toutes les activités chrétiennes, y compris les grands pèlerinages à Kita. J'ai participé 2 fois au pèlerinage chrétien à Kita, où même cette année, j'ai amené avec moi le Premier ministre au pèlerinage chrétien. Deuxième chose, je ne suis pas allé mais vite. J'ai fait beaucoup de contributions dans le cadre de la réhabilitation des 6 latrines pour les chrétiens où vraiment ils étaient dans le besoin total. Dès qu'ils m'ont formulé la demande, aussitôt, j'ai pris la chose dans le corps pour satisfaire cette doléance. Les châteaux d'eau, l'électricité. Donc, j'ai quand même fait pas mal de choses dans le cadre de l'organisation du pèlerinage chrétien à Kita. De passage, je salue mes frères chrétiens qui réellement m'accompagnent de façon considérable dans toutes les démarches entreprises dans le cadre de la fonctionnalité et du fonctionnement de notre ministère. Ils tiennent pleinement leur place dans la construction nationale, les chrétiens du Mali. Pleinement leur place dans la construction nationale.
D'accord. Vous avez, Monsieur le ministre, dans le pipe, un projet de texte réglementant les prêches et organisant un peu les mosquées, Cheikhna Malassila. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir déjà aussi, au niveau du département, ce qui a été fait dans ce sens? Merci beaucoup de m'avoir posé la question par rapport à l'organisation des prêches et la gestion des mosquées. À l'heure actuelle, nous envisageons et réglementer les secteurs de prêche et la gestion des mosquées. Maintenant, cela doit être avancé d'abord par ce qu'on appelle l'adoption de la liberté religieuse, qui est une loi jusqu'à présent logée à l'enceinte du ministère de l'administration territoriale. Vous savez, juridiquement, ce qu'on appelle la liberté publique. La liberté publique appartient à l'État, gardée au sein du ministère de la Justice. Donc, et maintenant, une portion de cette liberté a été donnée au ministère de l'administration territoriale pour réglementer les cadres religieux. Maintenant, avec l'arrivée du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui émane du ministère de l'administration territoriale, nous avons envisagé de faire adopter cette loi au Conseil des ministres. Ce n'est pas d'abord adopté. C'est pourquoi, avant que cela ne soit adopté, on a déjà lancé une alerte en vue de préparer vraiment un texte de loi réglementaire pour les mosquées et pour les prêches. Maintenant, lorsque cela sera une réalité, ce sont même les religieux eux-mêmes qui doivent avoir des journées d'études dans le cadre du Haut Conseil islamique, qui doit associer toutes les associations islamiques à son sein pour au moins 2 jours ou 3 jours ou une semaine. Ensemble, entre eux-mêmes, ils vont faire les toilettages des textes religieux dans le cadre de la charia islamique pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de l'imama, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de la mosquée, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre du prêche. En ce moment, le ministère va s'approprier ces textes en ce moment que eux-mêmes, les musulmans, ont fait adopter entre eux pour faire de cela un texte de loi pour que ça soit accepté et acceptable par tout le monde. C'est ça la démarche. Vous n'envisagez pas de vous substituer au monde musulman? Non, non, non. Personne ne doit se substituer au monde religieux, musulman ou chrétien. On doit les laisser les soins de s'organiser et de montrer comment est-ce qu'ils doivent s'organiser. En ce moment, l'État sera les chapeaux pour habiller avec des termes juridiques. Alors, pourquoi maintenant, Monsieur le ministre, les prêches enflammées, les clashs, les batailles dans les mosquées, ça ne date pas d'aujourd'hui? Pourquoi maintenant vous sentez la nécessité de prendre ces dispositions? Oui, et pourquoi maintenant nous sentons la nécessité de réglementer? Parce que ça a débordé toutes les limites. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, cette fois-ci, il y a la volonté politique d'aller dans le sens de la réglementation. C'est pourquoi, dans cette transition, il y a vraiment la volonté notoire d'assainir beaucoup de secteurs, y compris les secteurs religieux. Donc, mieux vaut tard que jamais. Monsieur le ministre, vous venez d'affirmer tout de suite la volonté du gouvernement. Mais est-ce que cette volonté existe au niveau des associations religieuses? Bon, comme je ne suis pas habilité de parler de l'intention des uns et des autres, mais moi, je vois déjà que les associations religieuses, chrétiennes ou musulmanes, vraiment ont une ferme volonté pour m'accompagner dans ce sens. Vous avez de bons rapports? Nous avons des bons rapports. D'accord. Monsieur le ministre, les religieux, ils sont par essence médiateurs, mais quand il y a des conflits dans le monde religieux, qu'est-ce que le département vous fait dans ce cadre? Nous menons toujours des conciliations. Parce qu'une fois que le monde qui est censé diriger et orienter les autres, ce même monde est affecté par quoi que ce soit. Donc, il faut qu'il y ait au moins une sagesse qui s'installe pour faire la médiation nécessaire. Nous avons toujours mené des médiations sourdines à travers vraiment les guerres et les escarmouches qui, quand même, se trouvent dans le cadre des religions. On a toujours joué notre rôle dans le cadre de la République de façon efficace, mais discrète.
Parlons de l'extrémisme violent. C'est une situation à laquelle le Mali fait face déjà depuis plusieurs années. Là-dessus, une question, Cheikh Amala. Monsieur le ministre, comme mon confrère vient de le dire tout de suite, dans un contexte de crise, aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement fait pour endiguer cet extrémisme violent auquel nous assistons depuis quelque temps? Très bien. La lutte contre l'extrémisme violent a toujours été une volonté politique au Mali. Mais cette fois-ci, dans la transition, mon ministère a été le ministère leader de cette lutte contre l'extrémisme violent. C'est pourquoi nous avons un service qui s'appelle le secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ça, c'est l'un de mes services dont beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, ça regroupe 14 ministères, y compris le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense. Dans ce secrétariat permanent, beaucoup d'efforts sont fournis pour endiguer ces phénomènes qui n'ont fait que dégrader le climat social et qui n'ont fait que dégrader la quiétude au Mali. Ce secrétariat permanent, son rôle est quoi? Est d'aller sur le terrain, recenser ou essayer de parler avec tous ceux qui ont une idée violente. Donc mon ministère travaille beaucoup en sourdine dans ce secteur, mais on ne peut pas quand même tout dévoiler par rapport à ça. C'est pour vous dire qu'il y a la volonté politique affichée et avérée cette fois-ci pour lutter contre l'extrémisme violent. Parce que pour lutter contre l'extrémisme violent qui est dans la tête là, il faut qu'il y ait des érudits qui vont aller à l'encontre de ces idées à travers les textes coraniques et les hadiths prophétiques. Donc nous avons aussi des érudits pour ça qui sont sur le terrain, qui travaillent sans que cela ne soit connu par le grand public pour que les gens viennent à la raison. Vous avez parlé de ces érudits, mais ce qu'on entend le plus, c'est les leaders religieux ordinaires, et on entend, Dieu le sait, et Dieu seul sait, beaucoup donc de messages. Quel rôle, en fait, quelle place vous faites à ces leaders religieux, à l'ensemble des leaders religieux dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, pas seulement aux érudits dont vous parlez? Oui, vous savez, les termes leaders religieux, les termes érudits se retrouvent enfin dans la même boîte. Parce que ce sont les érudits qui sont les leaders religieux, ce sont les leaders religieux qui sont les érudits. Ça veut dire que les leaders religieux, leur rôle est très prépondérant par rapport à la lutte contre l'extrémisme violent. Parce que c'est eux qui élaborent des textes pour aller faire face à ceux qui sont égarés. Et c'est eux qui collaborent de façon fantastique avec le département pour pas mal de choses que je ne vais pas dévoiler sur le plateau ici. Parce que le rôle du secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent n'est pas seulement d'organiser des conférences et des ateliers. Ça fait partie. Mais il y a au moins un rôle purement sécuritaire et donc informationnel qu'on ne va pas tout dévoiler ici sur le plateau. Alors, le message que vous avez envie de faire passer, le message, on va dire, le contre-message contre l'extrémisme violent, comment le faire parvenir jusqu'à l'intérieur, jusque dans des zones comme la région de Mopti, où quand même on assiste à beaucoup d'atrocités? Vous savez, un département, c'est trois choses. D'abord, la méthodologie. Deuxièmement, la stratégie. Troisièmement, la sagesse pour mettre la méthodologie dans une stratégie. Nous avons une stratégie globale pour tout ça, pour que tout cela soit acheminé au niveau des intéressés de manière discrète mais efficace. Donc, je crois que vous me comprenez bien quand il s'agit de l'extrémisme violent et le terrorisme. Donc, quelqu'un doit être prudent dans la prise de la parole. D'accord, on va donc garder cette prudence, Monsieur le ministre. Désormais, vous êtes le ministre en charge des coutumes. C'est nouveau avec votre arrivée. Une question là-dessus, Cheikh Ahmala? Monsieur le ministre, pour la bonne pratique de ces coutumes, on sait que le Mali a une vieille tradition. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour vraiment avoir des résultats dans ce domaine? D'abord, la première des choses que nous avons envisagées est de rassembler d'abord les hommes coutumiers traditionnels
pour qu'enfin nous élaborions au moins des drafts, comment est-ce qu'on doit travailler ensemble. D'abord, comme ça a été un nouveau contenu ajouté à notre ministère, qui est les coutumes, il y a beaucoup de choses à faire dedans. D'abord, nous devons réserver une place de choix à ces hommes coutumiers, car c'est à eux appartient tout ce qu'il faut pour la République. Car c'est eux qui sont les garants de tout ce que nous avons comme choses anciennes ou comme l'histoire. Parce que la difficulté de mon ministère par rapport à la chose coutumière cet enterrement avec le ministère de la Culture. Parce que mettre la différence entre la culture et la coutume n'est pas du tout facile. C'est purement universitaire, mais nous sommes en train de travailler de la manière à ce qu'on se concerte, moi et le ministère de la Culture. Parce que souvent, il y a ces missions-là qui viennent où ce n'est pas du tout facile. Les frontières ne sont pas trop dégagées, mais nous sommes en train quand même de faire pas mal de choses dans ce sens. Alors, sur quel levier est-ce que vous comptez agir dans un contexte de crise qui est celui du Mali aujourd'hui? En quoi est-ce que ces coutumes peuvent nous aider à sortir de cette situation? Les coutumes peuvent nous aider à sortir de ces carcans aujourd'hui parce que vous savez, les chefs des villages, c'est eux qui sont les mieux écoutés dans les villages. Les chefs des quartiers, c'est eux qui sont censés être mieux écoutés. Lorsqu'on s'en tient à ces hommes de coutumes, à ces traditionnels, je crois qu'ils sont mieux écoutés, ils ont une forte base dans la société. Donc, nous comptons nous baser sur eux beaucoup dans tout ce que nous faisons dans le cadre de la République. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons mis en place un cadre de concertation qui regroupe tout le monde, y compris les hommes coutumiers et les hommes traditionnels. Nous travaillons ensemble parce qu'ils ont pas mal de choses dans la connaissance de la République que nous n'avons pas. Donc, ils sont mieux écoutés que nous, il faut le dire, c'est la vérité. Donc, une fois que ceux qui sont mieux écoutés, vous les associez dans une stratégie, la stratégie gagne vraiment en puissance. Alors, nous avons par exemple chez nous le Sinangouyan, on s'en vante beaucoup, on estime que ça règle beaucoup de choses. Est-ce que des leviers comme ça existent dans votre programme pour aider le Mali à sortir de crise? Ces leviers-là existent dans les programmes du ministère de la Culture déjà, qui a été adopté au Conseil des ministres, les Sinangouyan et consorts. C'est pourquoi j'ai dit que démarquer les frontières n'est pas du tout facile. La culture, la coutume, c'est purement universitaire, on ne va pas s'étaler sur ça. Mais le ministère de la Culture a déjà élaboré un texte dans ce sens-là. Ça veut dire que ça va beaucoup aider, nous aider et aider tous les Maliens pour éteindre les faits et pour au moins rapprocher les idées une fois que ça ne va pas. Monsieur le ministre, il est temps de nous séparer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde religieux au Mali aujourd'hui avant de quitter notre plateau en quelques mots? Ce que j'ai envie de dire au monde religieux est que c'est un monde très sérieux, c'est un monde respecté et respectable. C'est un monde aussi qui doit se respecter pour qu'il soit au retour respecté. Aujourd'hui, l'État malien respecte le monde religieux dans son ensemble, musulmans, chrétiens, coutumiers. Donc nous comptons beaucoup sur le monde religieux dans le cadre de la stabilité et la stabilisation de notre pays et dans le cadre de stabiliser le climat social dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ils ont beaucoup fait, mais ils ont à faire encore beaucoup plus. Donc nous le disons qu'ils ont vraiment la reconnaissance de l'État et ils sont remerciés par tout le monde qu'ils travaillent et que ça soit vraiment visible par tout le monde. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Konaté. Merci, Cheikhna. Merci. Merci, Mesdames, Messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain, même chaîne, même antenne donc, et même heure, pour un autre numéro de Malikoura Tassira. Bonne soirée.